Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, Amélie Duguay, maître de conférence à l'Université de Bourgogne en sciences de l'éducation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du cours magistral en première année universitaire, hein, donc ce qui s'inscrit effectivement dans la continuité avec le dernier séminaire d'Anna Barry. Je vais évoquer à la fois la description, la construction et l'analyse des effets de ces pratiques sur la scolarité des étudiants. Alors, comment est née en moi l'envie de me plonger dans ces thématiques-là? En fait, en première année universitaire, j'ai eu un très difficile apprentissage du métier d'étudiant. C'était très compliqué. Et je dirais que je me suis affiliée à l'université grâce à une enseignante qui, quelque part, m'a pris sous son aile. Donc voilà, une première année compliquée. Et du coup, quand arrivé en début de thèse, s'est présentée à moi l'occasion de se pencher sur les pratiques d'enseignement. Ça a fait écho en moi et je me suis dit, il faut que je me lance dedans, effectivement, ça m'intéresse. Je vais découper cette présentation en trois parties. Dans une première partie, je vais vous présenter rapidement mon travail de thèse qui portait sur la description et les effets des pratiques d'enseignement en CM sur la scolarité des étudiants. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous parlerai d'un article publié en 2017 et qui concerne l'utilisation du numérique par les enseignants pour enseigner en CM. Et puis, dans une troisième partie, j'évoquerai un autre article plus récent, cette fois-ci, qui porte sur le lien qu'on peut effectuer entre les compétences transversales des enseignants et les interactions verbales en cours magistral. Et puis, j'évoquerai en conclusion une perspective de recherche que je m'apprête à développer. Donc, en partie 1, les pratiques pédagogiques en CM, description et effets sur la scolarité des étudiants. Alors d'abord, je voudrais évoquer quelques éléments de contexte de cette recherche, hein, un travail de thèse que j'ai débuté en 2011 et que j'ai soutenu en 2014. Le premier constat, c'était de voir qu'il y avait de nombreux travaux qui étaient produits sur les déterminants de la réussite universitaire, des travaux qui se penchaient à la fois sur les effets des caractéristiques des étudiants sur leur réussite, des travaux comme ceux de Michaud, notamment, qui ont évoqué l'effet de facteurs contextuels, mais pour autant, de nombreux écrits indiquaient qu'on en savait encore peu sur les pratiques pédagogiques des enseignants et leurs effets sur la réussite, et que ces pratiques, du coup, demeuraient encore une zone d'ombre, pour reprendre les propos de Michaud. Deuxième constat, c'est la remise en cause du modèle transmissif. Je pense que ce sera une nouveauté pour personne. On a de nombreux écrits qui évoquent un modèle pédagogique inadapté au nouveau public étudiant, des écrits qui disent même qu'il serait un facteur d'échec en première année universitaire. Et puis, différents rapports qui insistent beaucoup sur la nécessité de rénover les pratiques d'enseignement à l'université et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Un troisième constat, c'est le fait que les travaux sur le cours magistral, en tout cas en 2011, quand j'ai commencé le travail de thèse, étaient assez anciens. Voilà, j'ai lu les travaux d'Altais, de Clanet, de Boyer et Corridian, mais du coup, ils dataient de plus d'une dizaine d'années, pour certains. Et donc, l'idée, c'était de voir si finalement les choses avaient évolué concernant le cours magistral. Et puis, un dernier constat qui porte sur la formation des enseignants à la pédagogie. Beaucoup de travaux évoquent le fait que cette formation est finalement assez peu développée, en tout cas en 2011, l'était encore moins qu'aujourd'hui, et une faible valorisation de l'enseignement par rapport notamment aux activités de recherche des enseignants-chercheurs. Donc, à partir de ces éléments de contexte,
Je me suis interrogée sur les pratiques des enseignants en cours magistral en première année universitaire selon deux axes. Le premier axe, il portait sur la description des pratiques pédagogiques en cours magistral. Donc, l'idée, c'était de savoir quelles sont ces pratiques, sur quelle méthode pédagogique elles reposent, et puis est-ce qu'il existait une variété dans ces pratiques. Et donc, face à ce questionnement, j'avais établi deux hypothèses de recherche. La première, c'était de considérer que les pratiques pédagogiques des enseignants s'appuient en grande majorité sur les méthodes traditionnelles, au sens défini par Arenila et ses collègues, ou encore Bru en 2006. Et puis une deuxième hypothèse qui revenait à considérer qu'il existe une hétérogénéité dans les pratiques mobilisées par les enseignants en cours magistral. Donc ça, c'était le premier axe de cette recherche. Et le deuxième axe consistait à analyser l'effet de ces pratiques sur la scolarité des étudiants. Et plus précisément, de voir quels étaient leurs effets directs et à la fois indirects sur la motivation, les manières d'étudier et la réussite des étudiants en première année universitaire. Et donc, l'idée, c'était de s'intéresser à ce que j'ai nommé des pratiques pédagogiques déclarées. En fait, c'est les représentations des étudiants à l'égard des pratiques pédagogiques de leurs enseignants. Et puis, parallèlement à ça, les pratiques pédagogiques observées, donc ce sont les pratiques mobilisées par les enseignants in situ. Et donc là encore, j'avais établi deux hypothèses. La première étant que pratiques déclarées et observées influent de façon directe sur la motivation, les manières d'étudier et la réussite des étudiants de première année. Et puis la deuxième hypothèse, elle revenait à considérer que les pratiques pédagogiques exercent un effet indirect sur la réussite, transitant par la motivation et les manières d'étudier. Alors, les pratiques pédagogiques, pour les définir, je me suis notamment appuyée sur les écrits de Bru sur le sujet et j'ai établi la définition suivante. J'ai considéré que les pratiques pédagogiques étaient toutes les actions mises en œuvre par l'enseignant durant le cours de manière plus ou moins consciente en vue de faire acquérir des connaissances aux étudiants. Et à mon sens, ces pratiques pédagogiques, elles pouvaient se référer à plusieurs dimensions, c'est-à-dire aux interactions avec les étudiants, à l'utilisation du matériel par les enseignants, à sa façon de transmettre, à sa clarté dans ses pratiques, à la façon qu'il avait d'organiser son enseignement, et puis à son attitude. Et donc, en termes de méthodologie, en fait, ça s'est découpé en trois pans, j'ai envie de dire. J'ai effectué des observations in situ des pratiques pédagogiques de 49 enseignants en cours magistral en première année, donc au sein de 5 filières, droit, AES, sociologie, psychologie et LCE anglais. Ces 5 filières parce que bien, elles regroupent de gros effectifs en cours magistral. En même temps, il y a une variété de profils étudiants qui y sont, et puis il y a de forts taux d'échec en première année universitaire. Et donc, à l'issue de ces observations, j'avais une grille d'observation avec moi, constituée par dimension, et puis j'ai construit un score sur 100 pour chaque enseignant et pour chaque dimension des pratiques. Et donc, plus le score était élevé, plus il signifiait que l'enseignant mobilisait des pratiques liées à la dimension. À côté de ça, j'ai fait passer une enquête par questionnaire aux étudiants de L1 de ces mêmes filières pour collecter des données concernant leurs caractéristiques sociodémographiques, leurs conditions de vie, leur passé scolaire, leur motivation, leur manière d'étudier, et puis leur opinion, leur représentation à l'égard des pratiques des enseignants. Et donc, j'ai eu un taux de réponse de 734 étudiants, enfin, un échantillon composé de 734 étudiants. Et à l'issue de cette enquête par questionnaire, j'ai pu construire 3 types de scores, un score de motivation, un score de manière d'étudier, et puis un score que j'ai nommé dans la thèse pratique déclarée et qu'avec un peu plus de recul, je nommerais représentation des étudiants à l'égard des pratiques des enseignants.
Et puis, j'ai collecté les résultats des étudiants aux examens sur Apogée pour avoir des données administratives, notamment la note moyenne obtenue au premier semestre, la note moyenne obtenue au second semestre, et puis la probabilité de valider l'année. Alors, en ce qui concerne la description des pratiques pédagogiques, je ne m'étends pas en détail, on pourra en discuter après si vous le souhaitez, mais les résultats ont montré que la majorité des enseignants avaient peu interagi avec les étudiants, avaient employé un matériel relativement classique, étaient restés statiques, n'avaient pas alterné entre CM et travail de la part des étudiants, avaient peu fourni de consignes de travail aux étudiants, etc. Et donc, tout ça m'a semblé être des caractéristiques des méthodes traditionnelles au sens défini par différents auteurs. Et donc, malgré les critiques à l'égard du modèle traditionnel, eh bien, ce travail laissait apparaître que les pratiques des enseignants en CM semblaient finalement avoir peu évolué durant cette dernière décennie par rapport par exemple, aux descriptions qu'en avait fait Clanet ou bien encore Boyer et Corridian en 2002. Alors, il y a plusieurs pistes qui pouvaient venir expliquer l'emploi de ce type de pratique, notamment l'absence de réelle formation à la pédagogique des enseignants. Je me suis demandé aussi si ça ne pouvait pas venir d'un effet de mimétisme, d'un respect d'une tradition implicite. Aussi de contraintes matérielles dans les amphithéâtres, on ne peut pas agencer les tables comme on le souhaite pour, par exemple, travailler en petits groupes. La taille des groupes, quand il y a 500 étudiants à gérer, ça peut être moins évident aussi d'organiser d'autres types d'activités. Un manque de temps pour approfondir leurs réflexions sur leurs pratiques, puisque notamment les enseignants-chercheurs, entre leurs activités administratives, leurs activités d'enseignement et leurs activités de recherche sont sursollicités. Et puis une faible valorisation, que j'évoquais tout à l'heure, de la mission d'enseignement. Cependant, j'ai pu montrer qu'il existait tout de même une variété des pratiques des enseignants. Je vous ai mis ici un graphique qui concerne la dispersion des scores des enseignants en fonction des dimensions des pratiques pédagogiques. Et on voit que c'est concernant les interactions que le score est le plus faible, ce qui signifie que c'est la dimension qui est la moins mobilisée par les enseignants. Et puis, c'est concernant l'organisation qu'on a la moindre dispersion. Mais globalement, quand même, les scores concernant les différentes dimensions des pratiques sont relativement dispersés. Et ces scores, finalement, étaient tellement dispersés que je n'ai pas pu établir de typologie des enseignants en fonction de leur pratique. J'ai tenté, mais voilà, du fait de cette dispersion, je ne suis pas parvenue à aboutir à une typologie qui aurait pu être vraiment viable. Alors, pour expliquer cette variété, là aussi, on peut revenir à la formation des enseignants à la pédagogie. Ils ne sont pas formés tous de la même manière. On peut revenir aussi à leur conception de l'enseignement, ou bien encore à leur nombre d'années d'expérience. Un autre facteur qui pourrait expliquer cette variété, ce sont les outils et les ressources pédagogiques qui sont à disposition des enseignants, et puis encore les spécificités liées à la discipline. Donc ça, c'était pour le volet de description. Si vous avez des questions, on pourra revenir plus en détail dessus après. Et pour le volet effet des pratiques pédagogiques sur la scolarité des étudiants, je me suis d'abord intéressée aux effets des pratiques déclarées, donc des représentations des étudiants à l'égard des pratiques de leurs enseignants. Et donc, pour voir cet effet, j'ai construit un modèle de régression linéaire qui permet de raisonner toutes choses égales par ailleurs. Et je vous ai mis celui relatif à la motivation des étudiants. On voit qu'on a notamment un effet
du passé scolaire de l'étudiant sur sa motivation, un effet de son score de manière d'étudier, et puis un effet du score de pratique pédagogique déclaré. Donc, en fait, plus l'étudiant a une représentation positive des pratiques de ses enseignants, plus il est motivé. Toutefois, le coefficient associé à cette variable il reste faible, bien que très significatif. Et puis, l'opinion plutôt positive des pratiques des enseignants ne tient, toutes choses égales par ailleurs, aucun rôle direct dans l'explication des manières d'étudier et joue un rôle direct mineur sur la réussite. Et alors, pour expliquer l'opinion plutôt positive, plutôt favorable des étudiants à l'égard des pratiques des enseignants, je crois qu'on peut rapprocher ce constat des travaux de Ramsden, selon qui les étudiants accordent davantage d'importance en fait à l'aspect émotionnel de la relation pédagogique que aux éléments relatifs aux méthodes ou aux techniques pédagogiques. Donc ça, c'est pour l'effet des pratiques pédagogiques telles que les étudiants se les représentent. Pardon. Toutefois, face à cette absence finalement, ou ce très faible effet des pratiques déclarées sur la note au semestre 1 et les manières d'étudier, je me suis demandé s'il n'y avait pas des relations indirectes entretenues entre ces variables. Et du coup, j'ai produit des analyses en pistes causales mettant en lien ces différents facteurs. Et il s'avère que les pratiques déclarées exercent un effet indirect sur la note moyenne au semestre 1 et au semestre 2, qui transitent en fait par la motivation. Donc, elles ont par ce biais également un impact sur les manières d'étudier des étudiants. En ce qui concerne maintenant les pratiques observées, j'ai produit 4 types de modèles parce que certains scores concernant les différentes dimensions des pratiques étaient très corrélés les uns aux autres, ce qui pouvait absorber une partie de leur effet. Donc, j'ai fini par construire 4 types de modèles pour éviter des effets, des collinéarités entre les variables. Et en fin de compte, on n'a pas d'effet significatif des pratiques observées sur la motivation. Seule la dimension liée à l'organisation du cours influe significativement sur les manières d'étudier. Et puis, seules 3 dimensions des pratiques exercent un réel effet net sur la réussite, à savoir les interactions entre enseignants et étudiants, l'organisation du cours par l'enseignant et puis son attitude. Donc là, je vous ai remis un tableau avec les effets de ces différentes dimensions sur la probabilité de valider l'année. Et donc, ces différents constats amènent à se poser quelques questions et à développer certains éléments de discussion, notamment concernant les motifs qui conduisent les enseignants à opter pour des pratiques reposant majoritairement sur les méthodes traditionnelles. Donc là, il faudrait, je crois, creuser la question de la formation à la pédagogie des enseignants, notamment. Ces résultats aussi posent des questions quant aux mécanismes qui font que certaines dimensions des pratiques observées influent plus que d'autres sur la réussite. On peut se demander aussi si finalement le recours à des pratiques issues des méthodes traditionnelles, c'est un choix conscient, un choix réellement délibéré de la part des enseignants. Et puis s'il y a au final une concordance entre les objectifs d'apprentissage visés par les enseignants et les pratiques pédagogiques qu'ils mobilisent. Dans le cadre de cette recherche, je me suis penchée sur manière d'étudier motivation et réussite en termes de performance aux examens, mais il me semble qu'il aurait été intéressant aussi de voir quels peuvent être les effets des pratiques pédagogiques sur l'absentéisme et sur l'abandon des études. Et puis, à la fin de la thèse, je concluais en disant que il faudrait maintenant se pencher sur les effets des pratiques numériques des enseignants sur la scolarité des étudiants, puisque quand j'ai soutenu en 2014, il y avait une vraie impulsion pour le numérique, une vraie incitation
de la part des pouvoirs politiques, une vraie incitation, pardon, je me mélange les pinceaux, une vraie incitation de la part des pouvoirs politiques à utiliser le numérique pour enseigner. Voilà, j'y arrive, désolée. Du coup, j'ai poursuivi le travail de thèse en entamant un nouveau projet de recherche avec Sophie Morlet et William Pérez, où là, on s'est penché sur l'utilisation du numérique par les enseignants pour enseigner en CM. Donc, quelques petits éléments à nouveau pour contextualiser cette recherche. Je vous le disais, les pouvoirs politiques ont vraiment et continuent d'inciter les enseignants à mobiliser le numérique pour enseigner, notamment pour magistral. Et le ministère nous dit notamment en 2015 que mobiliser le potentiel du numérique pour adapter les processus pédagogiques à la diversité des publics universitaires, en diversifiant les méthodes pédagogiques et les modes d'accès aux contenus et services pédagogiques. Et puis, dans la littérature scientifique, on voit émerger une véritable préoccupation autour des questions liées à l'utilisation des TIC pour enseigner. On a des travaux scientifiques sur l'usage ou le non-usage du numérique et ses conséquences pour les enseignants et les étudiants qui sont développés par Albero, par Tristini, par Papi et Glickman. Et puis, dans le même temps, on voit se développer de plus en plus au sein des universités des services d'aide et de formation à la pédagogie numérique. Donc, face à cette série de constats, on s'est posé plusieurs questions. On s'est d'abord demandé comment, finalement, les enseignants percevaient ces outils numériques. Est-ce qu'ils les mobilisent pour enseigner? Quels obstacles ils rencontrent dans l'utilisation de ces outils? Et puis, quels facteurs influent sur les usages, ou devrais-je même plutôt dire l'utilisation de ces outils par les enseignants? Et donc, dans ce cadre-là, on a élaboré 3 hypothèses de recherche. La première, c'était de dire que les TIC mobilisés par les enseignants durant les heures de cours sont davantage de type générique que de type sophistiqué. Et donc, par générique, on entend les outils usuels permettant des usages de base et qui, du coup, n'impliquent pas nécessairement une transformation des méthodes d'enseignement de l'enseignant. En hypothèse 2, on supposait que les enseignants utilisent davantage de TIC en travaux dirigés ou en travaux pratiques qu'en cours magistral. Et puis en hypothèse 3, on a établi le fait que les enseignants mobilisaient les TIC même en dehors des heures de cours, mais que les TIC utilisés restaient là encore plutôt de type générique. Et donc, pour répondre à ces questionnements, on a produit une enquête par questionnaire en ligne auprès de l'ensemble de la communauté enseignante d'une université française en mai 2016. Donc, on a interrogé autant les maîtres de conférences que les professeurs des universités, les pragues, les doctorants allocataires, les vacataires, etc., etc. Et donc, le questionnaire était formé de 4 volets. On interrogeait les enseignants sur leurs caractéristiques personnelles et leurs enseignements, leur utilisation du numérique pour enseigner, leur regard, leur représentation sur les outils numériques et leur formation aux outils numériques. Au final, on a obtenu un taux de réponse qui finalement était assez satisfaisant pour nous quand on connaît les taux de réponse des enquêtes en ligne. On a un échantillon qui est constitué de 248 enseignants, dont davantage d'hommes, un peu plus d'un tiers de maîtres de conférences, 46% qui ont plus de 16 ans d'expérience, plus de 44% qui sont plutôt dans des composantes liées aux sciences humaines, sciences économiques, lettres et langues. On les avait interrogés sur leur conception de l'enseignement en reprenant les travaux de Demougeot, Lebel et Perret. Et les enseignants de l'échantillon ont plutôt une conception centrée sur eux-mêmes. On les avait interrogés aussi sur leur niveau de compétence en technologie et 54,8% indiquaient avoir un niveau intermédiaire. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des outils numériques durant les heures de cours,
On voit d'abord, et c'est ce que j'ai indiqué en rouge dans ce tableau, que les enseignants utilisent surtout des logiciels de présentation de type PowerPoint. C'est le cas de 59,3% des enseignants de l'échantillon. Et puis consultent des fichiers bureautiques de type PDF, Word ou autre. Et là, c'est le cas d'un peu plus d'un enseignant sur deux. Et il y a un autre constat qui nous a paru quand même assez frappant, c'était de voir, et c'est ce que j'ai indiqué en bleu dans le tableau, que plus d'un tiers des enseignants indiquaient ne pas connaître les outils et logiciels spécialisés, ne pas connaître les boîtiers de vote électronique et ce type de dispositif. 22,2% ne connaissaient pas l'existence d'outils permettant la création collaborative de contenu sur un wiki. Et puis, 27,4% déclaraient ne pas connaître l'utilisation de ressources interactives du type application multimédia, simulation ou Serious Game. Donc ça, c'est pour l'utilisation des outils numériques durant les heures de cours. En dehors des heures de cours, les enseignants utilisent massivement le traitement de texte, les logiciels de présentation et le courriel. En revanche, ils utilisent à la marge le chat ou les messageries instantanées, les tests, quiz, exerciceurs, et puis les outils qui permettent de créer du contenu de façon collaborative. Concernant le contexte d'utilisation de ces outils numériques, 62,1% utilisent autant les outils numériques que ces 2 dernières années, voire même davantage que ces 2 dernières années. Ils les utilisent très majoritairement à leur initiative personnelle et cette utilisation, elle est rarement financée par un organisme interne ou externe à l'université. Cette utilisation, elle est liée à la mise en place d'expériences pédagogiques avec les collègues dans un peu moins d'un quart des cas et à la demande des étudiants dans 37,1% des cas. Et les outils mobilisés par les enseignants le sont prioritairement pour faciliter la démonstration du cours, fournir un support de cours aux étudiants et créer des situations de cours plus interactives. Globalement, cette utilisation des outils numériques, elle est vue par les enseignants comme un moyen de rénover la pédagogie universitaire. La plupart, enfin plus de 80% des enseignants considèrent qu'elle favorise la mise en œuvre d'une pédagogie active, qu'elle facilite la compréhension du cours par les étudiants. Beaucoup d'enseignants indiquent aussi que l'utilisation des outils numériques favorise la motivation des étudiants, qu'elle constitue un bon moyen de dynamiser le cours magistral. Et puis, on a un peu plus d'un enseignant sur deux qui indique que ces outils numériques, ils sont indispensables pour enseigner et puis qu'ils favorisent la réussite des étudiants. Certains inconvénients ont été aussi notés par les enseignants. On en a 59,3% qui indiquent que la charge de travail joue sur leur utilisation du numérique. Ça constitue pour eux un obstacle à l'utilisation du numérique. Un peu plus d'un enseignant sur deux indique que le nombre d'heures de cours à assurer a une influence sur leur utilisation des outils numériques. 25,4% considèrent que cette utilisation des outils numériques dissipe l'attention des étudiants. On en a aussi un peu moins d'un quart qui indique que le numérique prend trop de temps en termes de préparation. Et puis ensuite, aux alentours de 20% qui considèrent que l'utilisation des outils numériques est difficile en raison du nombre d'étudiants présents en cours magistral, du fait aussi que ces outils soient trop compliqués à utiliser, qu'ils se sentent en décalage avec l'engouement actuel pour ces outils, qu'ils ne savent pas quel type d'outils utiliser. Et puis, plus à la marge, on a des enseignants qui déclarent que l'usage de ces outils est inutile et sans intérêt, que c'est une perte de temps pour le déroulement du cours, et 2,4% qui mentionnent que c'est contraire à la tradition de ce que doit être un CM.
Et donc, suite à ces différents résultats descriptifs, on a construit 2 scores d'utilisation des outils numériques. Un score d'utilisation pendant les heures de cours, donc le score A, et un score en dehors des heures de cours. Et puis, on a standardisé ces scores et construit des modèles de régression linéaire, là encore, pour pouvoir raisonner toutes choses égales par ailleurs, donc à caractéristiques identiques. Donc, l'idée, c'était d'expliquer ce score d'utilisation des outils en fonction des caractéristiques personnelles des enseignants, de leur formation en matière de TIS, de leur représentation des TIS, de leur conception de l'enseignement, du contexte matériel et de la composante d'enseignement. Alors, je vous présente d'abord le modèle en ce qui concerne l'utilisation des outils numériques pendant les heures de cours. Et comme vous le voyez, en fait, le score de représentation des outils numériques influe significativement sur l'utilisation des outils numériques par les enseignants, mais le coefficient associé n'est pas extrêmement élevé. Le fait de voir le numérique comme un moyen de rénover la pédagogie a aussi un effet positif, de même que le nombre d'heures de cours a une influence sur l'utilisation du numérique. En ce qui concerne les modèles d'analyse sur le score d'usage des outils numériques en dehors des heures de cours, eh bien là, on voit qu'on a un fort effet du niveau de compétence de l'enseignant, du niveau de compétence estimé de l'enseignant. Et c'était déjà le cas précédemment, hein, je ne l'ai pas commenté. On avait donc demandé aux enseignants de s'auto-évaluer en termes de compétences numériques. Et on voit dans les 2 cas que cette variable a un effet important. On a aussi un effet du score de représentation des outils numériques, mais qui là aussi reste associé à un coefficient assez modéré. Et du fait de considérer que le nombre d'heures de cours a une influence sur l'utilisation du numérique. Donc finalement, on a des enseignants qui ont une représentation plutôt positive des outils numériques, des TIS, mais toutefois, on doit relativiser ces résultats, notamment en raison de biais dans la passation des questionnaires. On a fait un questionnaire en ligne et donc on peut supposer que seuls les enseignants qui étaient déjà à minima un petit peu à l'aise avec le numérique ont complété le questionnaire. Toutefois, ces travaux rejoignent les constats de Trestini qui notait que le manque d'intérêt pour les TIS concernait finalement assez peu d'enseignants. On constate aussi la mobilisation d'outils numériques assez classiques, que ce soit en CM ou en TDTP, pendant ou en dehors des heures de cours. Et là, ça rejoint l'enquête de Léger Marketing, selon qui les principaux outils que les enseignants utilisent concernent la communication, la rédaction et les plateformes de cours. Et puis, concernant les obstacles à l'utilisation des TIS selon les déclarations des enseignants, eh bien, ces obstacles, ils sont davantage liés au contexte d'enseignement et à la formation, aux compétences techniques, qu'aux caractéristiques personnelles des enseignants. Et là encore, ça rejoint les résultats de Trestini qui nous disaient que les causes de non-usage des TIS relevaient plutôt de la sphère psychosociale et de la sphère cognitive. Les facteurs influents sur les usages du numérique, on a pu constater du coup une absence de rôle des caractéristiques personnelles des enseignants. Et là, on s'est dit que finalement, quelque part, ça faisait écho aux propos d'Albero en 2011, qui indique que les causes de la résistance au changement sont à chercher au cœur même de la tradition universitaire. Il nous semble aussi qu'il serait intéressant d'avoir une réflexion sur le rôle du contexte institutionnel, par exemple les effectifs en cours, et puis sur la façon dont finalement on pourrait améliorer la perception des TIS par les enseignants. Est-ce que ce serait en leur proposant davantage de formation, en valorisant davantage les activités d'enseignement? Des questions se posent aussi concernant le sentiment de compétence à l'égard des TIS, qui est d'ailleurs lié au genre et à l'ancienneté des enseignants. Et on a vu que ce sentiment de compétence était très fortement lié à l'utilisation des outils numériques par les enseignants. Donc, on peut du coup se demander
comment renforcer ce sentiment de compétence pour encourager les enseignants peut-être à davantage mobiliser le numérique. Et puis, se pose aussi la question des usages du numérique parce que dans ce travail-là, on s'est intéressé véritablement à l'utilisation et il me semble important de ne pas s'arrêter aux aspects manipulatoires d'éthique, mais de voir concrètement, pédagogiquement parlant, que font les enseignants avec les différents outils qu'ils mobilisent. J'en viens désormais à la troisième partie de cette présentation qui porte sur les compétences transversales et les interactions verbales en cours magistral. Et là, c'est un travail de recherche que j'ai mené avec Julien Berthaud et qui a été publié il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça, donc c'est assez récent. Donc là, à nouveau, quelques petits éléments de contexte. L'interaction pédagogique, elle est définie comme étant les actions et les échanges réciproques entre enseignants et élèves, par Alter en 1994. Et on a des écrits qui nous disent qu'en fait, il existe des interactions verbales, donc au format oral, et des interactions non verbales. Et on a mis la focale sur les interactions verbales parce qu'on a constaté notamment que les échanges verbaux occupaient une faible partie du temps de la classe. On avait une récurrence des mêmes étudiants qui interviennent, d'après la recension de Kozanitis et Chouinard sur le sujet. Ces mêmes auteurs recensent aussi des travaux qui montrent que plus la taille du groupe classe est importante, moins les échanges sont nombreux. Et puis, certains comportements interpersonnels des enseignants, comme leur ouverture et leur disponibilité auprès des étudiants, favorisent la participation verbale des étudiants. Dans un même temps, on s'est intéressé aux compétences transversales des enseignants, sachant que dans le répertoire des métiers de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont décrites les différentes compétences inhérentes au métier d'enseignant-chercheur ou d'enseignant dans le supérieur. Et ces compétences, elles sont divisées en connaissances, compétences opérationnelles et compétences comportementales. Et du coup, on a décidé de nous appuyer sur la définition de Giray et Morlet pour les compétences transversales qui les décrivent comme étant la mobilisation de ressources par rapport à une situation donnée, transversale dans le sens où ces sphères d'acquisition peuvent être variées, évolutives et dynamiques, partiellement transférables d'une expérience à l'autre, se rapportant à soi ou à autrui, et se développant par rapport à des normes ou des valeurs en vigueur dans la famille, le système éducatif, la société, etc. Et donc finalement, face à ces différents constats, ces différents éléments théoriques, on s'est demandé dans quelle mesure les interactions verbales enseignants-étudiants en cours magistral étaient liées aux compétences transversales des enseignants universitaires. Et on a élaboré 2 hypothèses. La première revenait à considérer que les représentations des enseignants universitaires de leurs interactions verbales avec les étudiants en cours magistral étaient significativement liées aux compétences transversales qu'ils déclaraient avoir. Et la deuxième hypothèse s'appuyait sur le fait que les enseignants auto-évalueraient positivement leur niveau de compétences transversales, ce qui les entraînerait à déclarer, à interagir fréquemment et pour des motifs variés avec les étudiants. Donc là encore, on a mené une enquête en ligne entre avril et juin 2020 auprès de l'intégralité des enseignants d'une université française dispensant des enseignements au cours magistral en licence. Donc, au vu de la date à laquelle on a été contraint de faire la passation, vous doutez bien qu'il y a forcément des biais qui sont liés à cette temporalité-là, puisque à ce moment-là, on était confinés. Néanmoins, on a quand même interrogé les étudiants sur leurs caractéristiques individuelles, les enseignants, pardon, sur leurs caractéristiques individuelles, leur formation à la pédagogie, leur niveau de compétences pédagogiques estimé, les pratiques qu'ils mobilisent en termes d'interaction avec les étudiants, et puis on leur a demandé de s'auto-évaluer concernant 4 types de compétences transversales, à savoir la communication, la créativité, la gestion du stress et le travail d'équipe.
En définitive, notre échantillon était composé de 276 enseignants. Là encore, une majorité d'hommes, plutôt des maîtres de conférences, plutôt des personnes enseignant depuis 16 années ou plus à l'université. 36% avaient bénéficié d'une formation initiale à la pédagogie, 20% en formation continue. Un enseignant sur deux évalue son niveau de compétence pédagogique à 5 sur une échelle allant de 1 à 6. 85% enseignent au sein du campus de l'université mère. Et puis, en termes de composantes, voilà, on en avait 33% en lettres, langues, sciences humaines, 32% en sciences et techniques, 18% en IUT, 18,5% en droit et cogestion et 8% en santé. Concernant la fréquence des interactions avec les étudiants en cours magistral, finalement, on a quand même plus d'un étudiant, plus d'un, je vais y arriver décidément, j'en veux avec les étudiants, plus d'un enseignant sur deux qui a déclaré interagir souvent avec les étudiants. Alors, bien sûr, cette mesure, souvent, parfois, rarement, c'est très sujet à des biais d'interprétation de la fréquence. Mais il nous paraissait un peu compliqué de demander aux enseignants de compter lors d'un cours magistral à quel moment ils interagissent avec les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour ce type d'échelle. Et concernant le motif des interactions, eh bien, il s'agit le plus souvent de s'adresser au groupe entier, de poser des questions aux étudiants, de répondre aux questions de ces derniers, de vérifier leur compréhension, de vérifier qu'ils suivent, et puis de les inciter à exprimer leur avis sur un concept, une théorie pour 67% des enseignants, et de s'adresser de façon individuelle à un étudiant pour un peu plus d'un enseignant sur deux. Concernant les compétences transversales des enseignants, on a construit des scores. Vous voyez ici, on a la moyenne, la dispersion et la fiabilité des scores de compétences transversales. Ce sont des scores sur 35. Et on constate finalement qu'on a un niveau assez haut de compétences déclarées, ce qui nous a amené à nous dire que finalement notre outil n'était peut-être pas suffisamment discriminant. Ensuite, on s'est penché sur le poids des caractéristiques des enseignants sur les interactions verbales. Et pour ce faire, on a construit un score d'interaction en procédant par addition des items. Et puis là encore, on a construit des modèles de régression linéaire avec le score d'interaction comme variable dépendante. Et comme vous pouvez le voir dans ce modèle ces modèles qui, je vous l'avoue, le tableau est assez indigeste, mais je vous ai mis un petit cadre en rouge pour vous aider à mieux vous y retrouver. On voit que quand on insère les différentes compétences de façon individuelle dans les modèles, elles tendent à avoir un effet significatif, bien que le coefficient associé soit assez faible, et ce n'est pas le cas pour la compétence estimée en gestion du stress. Et puis, quand on insère toutes ces variables simultanément dans le modèle, elles s'avèrent toutes non significatives. Donc, on s'est dit, pour expliquer ces résultats, que finalement, il y avait peut-être un effet de substitution entre les compétences transversales, puisque la matrice de corrélation, que vous voyez ici, révèle un lien très fort entre les différentes compétences. Et on voit notamment qu'il y a une corrélation assez forte entre ces compétences et le niveau de compétences pédagogiques auto-estimé par les enseignants. Donc là encore, quelques petits éléments de discussion. Ces résultats, ils nous ont amenés à constater que finalement, les enseignants mobilisaient différentes formes d'interaction et de manière fréquente durant les CM, ce qui finalement tente à relativiser le discours, les présentant comme un monologue à sens unique. Et puis, les différentes compétences mobilisées tendent davantage à mesurer un sentiment de compétence globale de la part des enseignants plutôt que des construits distincts. Donc, il faudrait pouvoir aller un petit peu plus loin et trouver une façon de mieux appréhender finalement ces compétences. On a aussi un lien entre le sentiment de compétence et les interactions verbales qui transparaissent de manière brute, mais qui s'effacent sous contrôle d'autres facteurs. Ce qui pourrait requérir de porter une attention particulière à ce sentiment de compétence et aux facteurs qui permettent de l'expliquer. Et c'était déjà pareil
sur la recherche précédente. En même temps, on a des limites dans cette recherche, hein, je l'ai dit, la mesure des compétences transversales, elle reste à consolider. Et puis, on a un problème d'exhaustivité des interactions verbales. Il nous a semblé qu'il faudrait aller un petit peu plus loin concernant l'appréhension qu'on a eue des interactions verbales en cours magistral, puisqu'on s'est intéressé notamment uniquement aux interactions à l'initiative des enseignants. Donc, en conclusion, vous dire que finalement, peu de travaux en France ont porté sur les pratiques d'enseignement en cours magistral, et ça reste un sujet finalement assez tabou, hein. Dieu sait que voilà, le sujet peut être difficilement abordé parfois, et quand on produit des enquêtes sur le sujet, voilà, on a parfois des retours de la communauté enseignante qui peuvent être un peu mitigés. Il nous semble important aussi de ne pas confondre cours magistral et exposé magistral. En fait, on lit de nombreux articles dans lesquels, des articles de presse, dans lesquels le cours magistral est remis en question. Pourtant, il me semble qu'il y a la possibilité d'opter, au moins dans certains cas, pour des méthodes actives en cours magistral. Et c'est du coup sans doute plus l'exposé magistral qui doit être remis en question. Et il me semble qu'il serait intéressant d'explorer les liens entretenus entre pratiques d'enseignement et d'autres dimensions, notamment, par exemple, l'intégration sociale des étudiants. Voilà, voir comment les pratiques des enseignants peuvent influer sur cette intégration. Et puis, pour terminer, je voudrais vous présenter une perspective de recherche. En fait, on vient de décrocher un financement pour une nouvelle recherche qu'on va débuter en septembre, et qui là aussi part de quelques constats. Donc, l'exposé magistral du cours est lié à un plus grand ennui des étudiants, génère une compréhension, une rétention limitée des contenus de cours, exerce un effet significatif sur l'assiduité des étudiants, d'après des travaux de recherche anglo-saxons. En même temps, la pertinence du cours magistral fait l'objet d'un certain questionnement. La dimension orale du cours magistral, pour reprendre les travaux de Loison et Mayen, elle est remise en question. Et en même temps, des travaux montrent que la pédagogie de l'enseignant est susceptible d'exercer un effet sur l'engagement des étudiants. Donc, on voudrait examiner un peu quels sont les liens entretenus entre ces différents facteurs, voir quel est le rôle joué par les interactions verbales entre enseignants et étudiants en CM sur l'engagement et la réussite des étudiants inscrits en première année de licence. Et donc, on va se pencher sur les interactions verbales enseignants-étudiants, centrées à la fois sur les contenus d'enseignement, les apprenants et les conditions d'apprentissage. L'idée, c'est de voir si ces interactions jouent un rôle sur l'engagement des étudiants, l'engagement affectif, cognitif et comportemental, et par ce biais sur la réussite, donc en termes de notes obtenues au S1, au S2, de probabilité de valider l'année, et pourquoi pas d'autres indicateurs, et puis de voir aussi, bien sûr, s'il y a un effet direct entre les interactions verbales et la réussite étudiante. Voilà, je vous remercie pour votre attention.